La dernière présentation touchait l'évolution de l'espace haïtien selon Georges Anglade, mais avec une vision axée surtout sur la structure urbaine qui est essentiellement exogène et excentrée au service d'intérêts étrangers au pays. Le thème d'aujourd'hui aborde les contradictions liées à l'organisation de l'espace par les réseaux de prélèvement d'un côté et les noyaux de résistance de l'autre. Il concerne l'ensemble des lieux centraux haïtiens, principalement les villes et les marchés publics, urbains et ruraux. À l'époque coloniale, l'espace haïtien est caractérisé par de multiples plantations reliées à la France, en passant par un chapelet de ports le long des côtes. Le système favorise le contact direct des plantations avec la France. C'est ainsi que le processus d'articulation de l'espace est ralenti. Après la Révolution, des oligarchies régionales se constituent autour de 11 villes-ports, centres de l'import-export. Lorsque les États-Unis d'Amérique occupent le pays en 1915, ils accélèrent drastiquement le processus de centralisation pour mieux s'accaparer des richesses d'Haïti. Enfin, depuis les années 1980, Port-au-Prince est de moins en moins connecté avec son arrière-pays et, de plus en plus, avec les autres métropoles de la planète. Voilà rapidement pour l'évolution de la structure urbaine d'Haïti. Face à cet espace polarisé par la structure urbaine, espace excentré, c'est-à-dire construit pour répondre à des besoins de l'étranger, un autre espace marron de résistance endogène se développe et évolue. Face aux plantations morcelées, il y a des places à vivre et les marchés de nègres qui préparent la résistance. Face aux régions du XIXe siècle, il y a les lacous qui se forment avec des marchés ruraux qui les intègrent. Face aux pays centralisés du XXe siècle, il y a les bourgs et marchés ruraux qui articulent les jardins paysans. Face à la métropolisation avec sa République de Port-au-Prince, il y a les nouvelles provinces. Les cités se trouvent en situation ballottante, mais la résistance passe aussi à l'échelle mondiale avec la diaspora. Ces deux projets de société se traduisent par deux projets d'organisation de l'espace en contradiction: les réseaux de prélèvement et les noyaux de résistance. Mais il faut bien réaliser que c'est l'espace global qui englobe l'espace local. Ce sont donc les réseaux de prélèvement qui imposent une certaine logique aux noyaux de résistance. Cela fait partie de la contradiction. À Saint-Domingue, chaque plantation a un lien direct avec un négociant de la métropole pour l'écoulement de ses produits. De la plantation, la production passe par un des multiples ports de la colonie pour être dirigée vers les ports métropolitains. Cependant, la propriété du produit passe directement du planteur au négociant. Ce mode de production esclavagiste colonial ralentit le processus d'articulation de l'espace. Un réseau solide de centres urbains hiérarchisés n'arrive pas à se constituer. La hiérarchie, modeste, n'est pas établie par l'économique, mais plutôt par l'administratif et le militaire. La structure dominante de l'espace est donc le morcellement avec un circuit commercial qui passe directement du propriétaire de plantation au négociant métropolitain. En marge et en contradiction avec cette logique se développent, d'une part, les places à vivre, véritables enclaves au sein des plantations, et d'autre part, les marchés de nègres, embryons de lieux centraux hors de la logique centrale coloniale. Au départ, la mission des places à vivre est de permettre d'augmenter le surplus des plantations en évitant la dépense d'achat de nourriture provenant de la France pour subvenir aux besoins des esclaves. Mais ces places fonctionnent tellement bien
que des surplus consistants sont produits. L'autorisation est donnée de les vendre dans des marchés, parfois assez importants, qui se tiennent dans les villes. C'est le cas du marché de Cluny, où il arrive que 15 000 nègres se réunissent le dimanche. Places à vivre et marchés de nègres constituent de véritables laboratoires où les savoir-faire acquis sont appliqués par les nègres marrons qui fuient l'esclavage et les plantations. Les marrons combinent les savoir-faire et traditions africains, européens et amérindiens. Après l'indépendance, au XIXe siècle, les nouveaux dirigeants s'organisent. Des oligarchies régionales se constituent autour des villes-ports fondées sur l'import-export. Les grandes plantations, déjà dévastées pendant la Révolution, sont désertées par les anciens esclaves qui gagnent en masse les montagnes. Les oligarchies s'adaptent à cette nouvelle donne. Elles se concentrent sur le commerce plutôt que sur la production. L'espace s'organise autour de 11 villes-ports. C'est la régionalisation. Port-au-Prince s'affirme cependant de plus en plus comme centre national. De leur côté, les marrons s'organisent en lacous, regroupement de logements de terres cultivés par une famille élargie. La tendance est à la production de vivres de consommation locale. Les oligarchies, l'État et leurs réseaux de prélèvement qui finalement sont au service de l'Europe puis des États-Unis d'Amérique pressionnent les marrons pour qu'ils produisent plus de produits d'exportation. L'État, au service de ces oligarchies, freine le morcellement et distribue des terres pour la production de denrées d'exportation. Du point de vue économique, ce sont avant tout les marchés, surtout ruraux, qui, par les échanges, articulent ces à-coups. C'est pourquoi les oligarchies et l'État, qui est à leur service, interdisent légalement le fonctionnement quotidien des marchés ruraux, afin de contraindre les nouveaux paysans à se connecter à la structure urbaine et à produire des denrées d'exportation. En 1915, les Marines des États-Unis d'Amérique débarquent. La puissance d'occupation accélère le processus de centralisation pour mieux organiser le pillage des richesses du pays. Le poids de Port-au-Prince augmente drastiquement. Les oligarchies provinciales sont affaiblies. La centralisation devient la structure dominante de l'espace. Durant le XXe siècle, l'évolution de la technologie des transports augmente l'attraction de Port-au-Prince et renforce encore la centralisation. Les oligarchies provinciales laissent leur fief pour Port-au-Prince. Elles deviennent décadentes. L'import-export et les réseaux de prélèvement sont désormais contrôlés par l'oligarchie de Port-au-Prince. Les puissances étrangères favorisent également l'implantation de commerçants étrangers, particulièrement moyen-orientaux et juifs et arabes. De notre côté, la position d'Haïti dans le capitalisme mondial évolue. Le pays devient de plus en plus un bassin de main-d'œuvre pour les pays du Nord, mais aussi la Caraïbe avec Cuba puis la République dominicaine. Le monde rural, paysan, marron s'adapte. Anglade avance que les Lacous laissent progressivement leur place à ce qu'il appelle le bourg-jardin. Les exploitations agricoles sont articulées par des bourgs ou des marchés ruraux. Il pourrait alors y avoir un certain amalgame entre les petites villes et les marchés publics urbains. Ces marchés liés à la structure urbaine pourraient participer à un nouveau mode de répartition des richesses du rural vers l'urbain. Avec le déclin des denrées d'exportation et l'éviction des oligarchies de province, des commerçants issus des noyaux de résistance se manifestent ouvertement, accumulent de la richesse et se préparent à investir l'espace à toutes les échelles. La dynamique d'organisation de l'espace se complexifie donc. L'espace rural est articulé par des grands marchés ruraux ou urbains.
Quand le milieu rural est articulé par les marchés urbains, il subit des prélèvements plus importants. Son avenir économique est plus lourdement hypothéqué. En examinant les résultats d'une enquête menée en 1987 dans 5 sous-bassins versants du fleuve Artibonite, l'évidence montre que plus le sous-bassin gravite autour d'une ville, plus les exploitants agricoles sont contraints d'utiliser l'usure et plus ils s'attaquent aux boisés. D'autre part, plus le sous-bassin gravite autour de marchés ruraux, plus l'élevage prospère, plus on y pratique des activités non agricoles et plus grand est le nombre de ménages capables de créer des emplois. Il est clair alors que les villes de l'Haïti centralisée appauvrissent le milieu rural et dégradent son environnement. Contrairement à l'idée reçue, ce ne sont donc pas les paysans, mais les citadins qui sont à l'origine du déboisement et de la dégradation de l'environnement rural. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la centralisation n'arrive pas à s'accommoder aux nouvelles réalités. D'abord, divers facteurs imposent une dégringolade de la culture des denrées d'exportation. Cette situation déjà critique est bousculée par l'évolution de la géographie mondiale. Les grandes agglomérations urbaines dites métropolitaines constituent un réseau mondial, si bien que les métropoles sont de moins en moins collées à chacune de leurs arrière-pays. Haïti n'échappe pas à cette logique. La vie de Port-au-Prince dépend de moins en moins des récoltes de café, de maïs et d'autres produits des provinces. Dans cette logique, la sous-traitance se développe certes, mais la position d'Haïti dans le capitalisme mondial devient essentiellement celle d'une réserve de main-d'œuvre, de bras ou de cerveau à bon marché. Haïti devient un lumpen pays. À ce stade, l'articulation de l'espace se complexifie. Anglade soutient que 5 entités spatiales se superposent bien qu'interreliées. L'espace rural dégradé par les prélèvements et la pression démographique, un espace essoufflé qui ne trouve pas de solution de développement durable. Les centres urbains des provinces affaiblis par la dégradation de leurs arrière-pays ruraux, la nouvelle république urbaine métropolitaine centrée sur elle-même et sur l'étranger, dernier lieu de transit pour les migrants où se développe la sous-traitance industrielle. Le nouvel espace des cités, bidonville en périphérie de la nouvelle république urbaine, espace urbain colonisé par des ruraux qui viennent avec des pratiques tolérables dans les milieux à faible densité, mais ingérables en ville. C'est un espace ni rural ni urbain, ou plutôt urbain ruralisé, une sorte de rurbanisation. Enfin, la diaspora sans laquelle tous les verrous se fermeraient sur l'économie. Sans son influx financier, la société éclaterait de par la pauvreté qui côtoie les inégalités intolérables. Mais où se positionne chacune des 5 entités spatiales en rapport avec les réseaux de prélèvement et les noyaux de résistance? La nouvelle république urbaine, au cœur de la métropolisation, est évidemment soudée au réseau de prélèvement. Lieu privilégié d'installation des industries de sous-traitance, échappant totalement au contrôle du pays et exploitant à l'extrême le sous-prolétariat des cités. La nouvelle république urbaine et les zones franches drainent les surplus économiques vers l'étranger par l'intermédiaire des réseaux sociaux d'accumulation. L'espace rural gravite autour des centres urbains des provinces. Les centres urbains traditionnels essentiellement côtiers sont de plus en plus surpassés par de nouveaux centres qui se développent autour des grands marchés publics ruraux ou semi-ruraux. Ce binôme peut être considéré comme l'espace polarisé de résistance face aux vestiges de la centralisation
ainsi qu'à la métropolisation à l'haïtienne. Il s'agit donc d'espaces de résistance. Les deux autres entités sont à cheval entre les réseaux et les noyaux. Le nouvel espace des cités est démographiquement alimenté par les nouvelles provinces. Pourtant, elles sont au service des réseaux de prélèvement. Elles répondent aux besoins de main-d'œuvre pour la sous-traitance, mais elles sont surtout devenues des lieux de transit, en attente d'une émigration au service du capitalisme mondial vers l'Amérique du Nord, l'Europe, la Caraïbe et l'Amérique latine. Le nouvel espace des cités provient donc des noyaux de résistance, mais est pris en main, non sans difficulté, il est vrai, par les réseaux de prélèvement. De plus, étant constituée essentiellement d'un lumpen prolétariat, cette entité ne peut constituer un levier de renouveau car il n'intervient directement à aucun processus productif. La diaspora, enfin, provient avant tout des nouvelles cités, mais aussi des nouvelles provinces. Elle est constituée de toutes catégories d'agents économiques à travers le monde. C'est elle qui aujourd'hui assure la survie du système. Sans ces transferts vers les cités et les provinces, tout éclaterait sous le poids de la pauvreté extrême générée par ce système. Voici ce qui peut être dit pour résumer le stade actuel d'évolution de l'espace. À l'échelle mondiale, les grandes métropoles se déconnectent de leurs arrière-pays pour former un réseau mondial. C'est la métropolisation. Le phénomène s'accentue depuis la fin de la guerre froide et de la polarisation Est-Ouest. Port-au-Prince se déconnecte aussi du pays. De notre côté, la résistance haïtienne n'a pas permis de reconstituer les grandes plantations. Le capitalisme mondial réaffirme la position d'Haïti comme fournisseur de main-d'œuvre bon marché. Main-d'œuvre non qualifiée, main-d'œuvre qualifiée, main-d'œuvre hautement qualifiée, selon les besoins. Haïti devient un lumpen pays. Port-au-Prince ne peut plus vivre de prélèvement de la richesse d'un milieu rural dégradé, désormais improductif. La seule issue, pour les réseaux sociaux d'accumulation constitués par l'oligarchie traditionnelle de Port-au-Prince et les commerçants moyen-orientaux, est la métropolisation, sous-traitance, zone franche, fausse décentralisation et prélèvement sur les transferts financiers de la diaspora. En face, les noyaux de résistance sortent du marronnage. Ils investissent les entités spatiales qui interagissent. Outre le milieu rural, ils sont les acteurs d'une urbanisation accélérée. Un nouveau réseau urbain se constitue ainsi hors de l'influence des anciens réseaux de prélèvement. De grands pôles se forment autour de grands marchés. L'évolution est en passe d'entraîner une rupture. L'alternative possible est la prise en charge de l'articulation au monde par la diaspora. Ce serait la fin annoncée des réseaux de prélèvement, d'une manière plus large, des réseaux sociaux d'accumulation.